À propos du village québécois, qui est, comme je vous disais, la matrice essentielle de la culture et de l'identité québécoise, on a souvent là, des images un peu clichés là, du village d'antan, pacifique, gentil, avec les petits coucous, à peine quelques petites histoires d'inceste avec le curé. Mais en fait, ce milieu-là est un milieu absolument crucial qui apparaît tard dans notre histoire. Hein. Le village, rappelons-le, est une création postérieure à l'aménagement du monde rural. Au départ, on avait aménagé les terres de sorte que chaque habitant vive au bout de sa terre. Mais progressivement, devant la croissance de la population, l'enrichissement aussi, les gens souhaitent se doter de services qu'ils vont concentrer de plus en plus autour du village. Alors ce village-là est un lieu d'abord et avant tout lié à un accident de terrain, une rivière, un lac, des rapides. Parce qu'au départ, il y a des maisons à intervalles réguliers le long du fleuve. Puis progressivement, les besoins se font sentir. Le premier besoin que les habitants ressentent, qui ne peuvent pas eux-mêmes fournir isolément dans leur ferme, c'est un moyen de moudre leurs grains. Puisque le blé est la grande culture, on va donc installer un moulin. Ce moulin-là, il doit être aménagé le long d'un cours d'eau. Il y a très, très peu de moulins à vent au Québec, là, oubliez ça. La plupart tirent profit, au contraire, de l'abondance de cours d'eau rapides qu'on trouve autour du fleuve Saint-Laurent et qui permettent d'alimenter une roue à aube et puis une meule. Alors donc, le moulin devient le noyau crucial autour duquel, en général, va être aménagé le village. Pensez à un village que vous avez déjà visité au Québec, là, que ce soit Boucherville, La Prairie ou plus éloigné, Saint-Denis, Verchères, Saint-Eustache, peu importe le village, on y retrouve soit un vieux moulin, soit il y a une rue qui rappelle une présence ou il y a un cours d'eau. En tout cas, il y a toujours un rapide qui est associé à n'importe quel village, sinon il n'y aura pas de village. C'est le moulin qui est l'élément déclencheur de la naissance du village. On va ensuite aménager un quai très rapidement parce que le village ne pourra pas s'étendre s'il n'a pas ce lien ontologique avec le fleuve. Un quai, notamment, où des goélettes ou des petites embarcations et bientôt des bateaux à vapeur peuvent accoster. On va assister aussi à la naissance d'un magasin. Magasin, entendons-nous, là, ça ressemble bien plus à un entrepôt parce que, à part de la mélasse, de la farine, un peu de fil pour de la confection, quelques ustensiles, du tissu, il n'y a rien dans les magasins. C'est littéralement des entrepôts où les marchandises qui arrivent par le quai peuvent être entreposées. Ensuite, on va assister à effectivement une autre installation que les habitants ne peuvent pas se fournir, c'est une forge. Il n'y a pas grand-chose de métal dans la ferme d'autrefois, là, à part le poêle à bois, la charrue, un bout de la charrue tout le moins. Mais le métal est essentiel et les habitants n'ont pas les moyens de se fournir une forge à domicile. Alors, un forgeron va apparaître dans ce village-là. Donc, ça, c'est les éléments de base, les tout premiers. Accessoirement, on va voir apparaître une école élémentaire, là, pas des écoles secondaires ou des collèges, mais à tout le moins une école pour les enfants qui fait en gros au moins les 3 premières années et éventuellement un couvent ou un séminaire. L'église. L'église apparaît tard. Hein? D'abord une chapelle en bois, parce qu'une église, ça coûte cher. Il va falloir attendre que le village ait quelques centaines d'habitants là, avant qu'elle puisse s'offrir le luxe de construire, d'ériger une église en pierre ou en brique. Ces églises-là, en revanche, quand elles sont construites, deviennent le nouveau centre-ville. Elles ordonnent le coin. Ce coin-là, vous le voyez quand vous arrivez dans un village. Là. Imaginez, vous arrivez près d'un village, vous sortez du chemin rural et paf! Vous voyez à l'horizon le clocher d'église. Là. Et plus vous approchez, plus vous voyez les maisons de plus en plus denses. Et quand vous arrivez au centre-ville, entre guillemets, il y a the lumière rouge du village. Là. Une lumière rouge qui vous permet soit de continuer, soit de tourner à droite et de remonter, de prendre ce qu'on appelle la montée ou la côte. Alors ensuite de ça, donc autour de l'église, on aménage une auberge, un relais. Il y a beaucoup d'auberges et d'hôtels dans les villages du fleuve, le long du fleuve, au moins jusqu'en 1900. Pourquoi? Parce que les transports sont lents. Par bateau, ça prend presque une semaine en goélette. Ça va prendre 2 jours en bateau à vapeur. Mais en diligence, ça peut prendre jusqu'à une semaine. Une semaine, ça veut dire 7 dodos entre Montréal et Québec. C'est dire combien on doit aménager bon nombre d'auberges pour ces habitants-là. J'ajouterais aussi que les gens n'ont pas d'alcool à la maison. Les bouteilles sont rarissimes. Donc, comme les gens n'ont pas de bouteilles de vin ou de bouteilles de bière à la maison, s'ils veulent boire de la bière ou du vin, ils doivent nécessairement se rendre à l'auberge. C'est le lieu essentiel de la sociabilité, donc.
J'ajouterais aussi que le centre des villages va se voir agrémenté de belles maisons, tu sais, des belles demeures avec un balcon tout le tour. Vous avez sûrement déjà vu ça. Si vous vous approchez dans votre village, vous allez voir, là, c'est marqué, aujourd'hui, c'est marqué acupuncteur, psychiatre. Mais à l'époque, c'était marqué avocat et médecin. C'est le professionnel. Chaque village a sa classe de professionnels, peu nombreux, 3 ou 4, peut-être 2 avocats, un médecin. Mais à tout le moins, ils deviennent très, très vite l'élite du village. Ce sont les coqs du village. Ils forment au centre du village ceux dont l'opinion compte, qui sont déterminants lors des élections, que ce soit des élections municipales, des élections provinciales, même des élections au conseil de fabrique de la paroisse. On les retrouve un peu partout dans les rôles les plus éminents et très vite, ils deviennent des leaders de l'opinion publique. Jusqu'à nos jours, ces avocats et médecins qu'on retrouve dans tous les centres des villages québécois jouent un rôle éminent dans la vie politique et sociale. Alors donc, le village laurentien, résumons-nous, il est aménagé le long d'une voie navigable ou un chemin. Le mot chemin est réservé à une route qui longe l'eau. On aménage une route le long de l'eau, notamment pour compléter le chemin au printemps, à l'automne, lorsque la rivière n'est pas navigable, ou bien pour tirer les bateaux lorsqu'ils remontaient le courant. C'est une chute d'eau qui donne naissance au moulin, qui donne généralement naissance lui-même au village. On aménage ensuite un quai, un magasin, un hôtel et les métiers s'y installent. L'aménagement est complété par une église, un manoir, mais le manoir du Seigneur, évitons de le confondre parce que généralement, les manoirs ne sont pas au centre des villages. Les seigneurs adorent avoir des espaces verts, de vastes domaines. Alors, en général, en règle même très générale, le manoir est en retrait et ne sera pas au centre du village. Cet éloignement géographique est aussi doublé d'un éloignement social. Le manoir habité par le Seigneur ne se mêle pas à la vie du village dont il demeure en marge et où il est vu d'un mauvais œil. Une fois le village aménagé, on trace une montée qui va vers l'intérieur où on aménage les rangs 1, rang 2, rang 3. Ils prennent tous des noms différents, là. Ça peut être le rang croche, le rang du ruisseau, un accident de terrain, ou c'est souvent un nom de famille. Rang des Chartrand, rang des Dubois. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'une famille s'est installée sur un rang, elle installe ses fils et ses filles à côté d'elle le long d'un rang. Le rang devient un lieu de sociabilité absolument essentiel et remarquable. Si vous êtes déjà allé sur une ferme ou chez un habitant, vous saurez qu'il sait toujours qu'est-ce qui se passe chez le voisin. Le voisin a beau être à 1 kilomètre de distance, là, il va pouvoir vous dire quasiment qu'est-ce qu'il mange à soir. De la même manière, quand un habitant voit une voiture passer dans la rue, il s'étire toujours le cou pour savoir c'est qui revient de travailler ou c'est qui arrive. En d'autres mots, le rang est quand même s'il est très étendu, un lieu de sociabilité assez chaleureux. J'ai passé déjà un été à Black Lake, en Beauce, et les équipes de balle molle de Black Lake sont organisées par rang. Donc, c'est le rang des Boileaux qui affrontait le rang numéro 2. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même encore aujourd'hui, c'est un lieu de référence sociale important. Ce village-là, donc, il est aménagé le long d'un chemin. On installe, le manoir est en marge. Le moulin est un élément déterminant. L'église va créer le nouveau centre-ville. À partir de là, on trace une montée et éventuellement le rang numéro 1, rang numéro 2, et ainsi de suite jusqu'à la limite des terres cultivables. On en a tellement d'exemples au Québec. Ici, on est à Saint-Eustache, une carte de 1837. On voit encore aujourd'hui, d'ailleurs c'est comme ça aujourd'hui, la Grande Côte, qui est l'équivalent du chemin qui longe la rivière navigable des Mille-Îles. Au croisement de la rivière des Mille-Îles et de la rivière du Chêne, on trace une montée le long de laquelle va être établi le village de Saint-Eustache. Voici une vue aérienne de Saint-Eustache aujourd'hui. On voit encore la même forme de T caractéristique au croisement du chemin et de la montée. C'est même vrai à Montréal. Là. Montréal a aussi un passé villageois. Et ce qui était le chemin est toujours aujourd'hui la rue Notre-Dame. Et les montées plus nombreuses sont toujours là. On appelle la montée Saint-Laurent ou la côte de Liesse, la côte Vertu. On a des côtes comme ça qui s'éloignent vers l'intérieur où sont aménagées des fermes. C'est encore même vrai en 2021. Si on regarde le réseau du métro là, que vous connaissez si bien, la ligne verte est l'équivalent, reprend le chemin Notre-Dame, tandis que la ligne orange reprend le chemin Saint-Laurent à l'époque,
aujourd'hui plus la rue Saint-Denis. Et c'est dire combien, même dans le réseau de métro de Montréal, on reprend la fameuse structure en T, caractéristique des villages québécois. Alors donc, c'est comme ça partout. On est le long du fleuve du Richelieu à Saint-Antoine, la côte de la Pomme d'Or qui traverse jusqu'à Contrecœur. De la même manière, il y a un chemin qui longe à Saint-Marc, qui longe le Richelieu, tandis qu'une montée s'en va vers Saint-Hyacinthe, vers l'intérieur. C'est la même chose à Saint-Marc, avec un chemin qui longe l'eau et une montée qui s'en va vers Verchères. C'est comme ça, même en stéréo, là, de chaque côté du Richelieu, on a un chemin qui longe l'eau, tandis que des montées montent vers l'intérieur, permettent d'aménager des rangs et de desservir les habitants de ce qu'on appelle les concessions, c'est-à-dire des terres plus éloignées du village. Même chose à Saint-Ours, tout près là, de Chambly, Belleuil, vous avez d'un côté l'église et de l'autre les terres qui s'éloignent vers le fleuve. Le manoir est très généralement à l'écart du village. Il arrive pendant qu'il soit un peu plus près. Ici, vous avez le très beau manoir de Gabriel Christie à Iberville, dans la seigneurie d'Iberville, tout près de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ici, le manoir Globensky, il est aussi au cœur, c'est une exception, au cœur du village de Saint-Eustache, la seigneurie du Chêne. Ici, un manoir que peut-être certains d'entre vous connaissez, il est assez connu, le manoir Rouville-Campbell. Donc, on est à Saint-Hilaire, un très beau manoir de style Tudor, mais qui est totalement aussi à l'écart du village. Un cas ici, le manoir de Saint-Ours, lui qui est au cœur du village. Ici, le manoir Massu à Varennes. Donc, ce sont des maisons un peu plus considérables, un peu plus notables, qui ont mieux traversé le temps et qui rappellent là même la position sociale supérieure qu'occupe le seigneur. Ici, le manoir de Sainte-Marguerite de Blairfindie. Le seigneur, c'est des amis à moi qui font des reconstitutions historiques, là. Le seigneur, dirige et sa famille ont un rang social supérieur, mais leur mode de vie, leur alimentation, leur réseau ne dépasse pas beaucoup celui de leurs habitants. Là. Une fois la conquête accomplie, le seigneur se replie sur sa communauté et vit en gros la même relation qu'avec les mêmes types de modes de vie que les habitants. En revanche, il essaie de nouer avec l'élite anglaise des liens là, qui le raccrochent à ses origines aristocratiques, nobles et métropolitaines. On va voir ainsi beaucoup de familles nobles, familles seigneuriales québécoises, marier leurs enfants avec des officiers de l'armée anglaise, par exemple. Ça va faire un temps. Mais ça va suffire pour que le seigneur et les habitants rompent leur solidarité. Lorsque le Québec va commencer à s'éveiller à l'époque des Patriotes, lorsque on va assister à la naissance du nationalisme canadien-français, les seigneurs vont généralement choisir le camp britannique. Ils vont choisir de se ranger du côté de la loi et de l'ordre plutôt que du côté de leurs habitants. En revanche, il y a quelques exceptions. Vous avez ici Julie Bruno Papineau, la femme de Louis-Joseph Papineau, chef des Patriotes, mais aussi seigneur, et qui forme un peu l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire un seigneur qui va embrasser la cause du nationalisme canadien-français. Alors revenons au moulin, ce moulin qui est un lieu crucial où tout le monde va converger. Hein. Le moulin devient le lieu où on va jaser, où on va rencontrer des gens, parce qu'on doit y aller parfois plusieurs fois par saison. On y va pour moudre sa farine, hein, l'habitant arrive avec ses poches de grains pour le faire moudre sur la meule, mais un moulin, c'est des fois un aménagement considérable. Là. Alors la roue à meule, la roue à aube que vous voyez ici, elle était alimentée par une digue qui amenait l'eau, qui faisait en sorte qu'il y avait une meule au rez-de-chaussée, et souvent un banc de scie à l'étage. Un banc de scie, c'est-à-dire littéralement une scie circulaire qui permettait de couper le bois en planches. Hey, comment étaient faites les planches? Ben, ça prenait un banc de scie, là. Ça prenait nécessairement un moulin. On avait aussi un étage supérieur qui servait lui aussi à activer des meules, notamment un moulin à carder la laine. La laine, qui était la fibre textile la plus en vogue, devait être cependant démêlée. Ça prenait un travail mécanique important pour la traiter, pour la briser en fibres, et si bien que tout ça se ramassait au moulin. Alors on peut imaginer à quel point ce lieu où on devait se rendre souvent a pu donner naissance au village, bien sûr. Ici, un moulin important, à celui de Saint-Pierre-des-Béquettes, à Saint-Pierre-des-Béquettes. Ici, le moulin Légaré à Saint-Eustache, vous voyez, l'eau était bloquée par le Poncé, et c'était la digue qui amenait l'eau et la petite sortie d'eau que vous voyez avec les deux petites filles là. L'église est un lieu important de sociabilité, bien sûr, notamment à cause de la grand-messe du dimanche. On aménage d'ailleurs devant les églises catholiques des parvis.
Ça, c'est typique, c'est assez unique au Québec. Vous remarquez, même encore aujourd'hui, quand vous voyez une église, il y a généralement du gazon en avant. Là. Il y a un grand parterre où il n'y a jamais rien, là, où il y a essentiellement un type, des fois, qui passe la tondeuse. Parce qu'autrefois, le parvis est un lieu important. Le parvis, c'est-à-dire l'espace vide se trouvant devant l'église. On n'a pas ça avec les églises protestantes. Là. Les églises protestantes du centre-ville de Montréal, par exemple, vous verrez, les églises sont collées sur la rue. Les églises catholiques ont toujours un parvis. C'est un espace de sociabilité. Avant et surtout après la messe, on peut y niaiser là une demi-heure, trois quarts d'heure, pendant une heure, on peut jaser, etc. Parce qu'on va à messe, mais c'est l'occasion pour tout le monde de se rencontrer. Ils sont bien habillés, c'est le lieu parfait pour parler, pour annoncer, par exemple, les mariages, pour annoncer les décès, passer les nouvelles qui sont déroulées au village, mais aussi pour parler de politique. Alors, le village, devant l'église, va devenir le premier lieu d'exercice démocratique. L'habitude se prend là, qu'en campagne électorale, il y a des assemblées publiques, des discours qui ont lieu devant l'église, donc sur le parvis, après la grande messe. Il y a beaucoup de monde, on en profite. Fait que les candidats aux élections sont là. Fait que devant l'église, etc., va devenir un lieu politique, social, culturel important. J'ai même quand j'ai des assemblées patriotes là, autour de 1837, j'ai regardé à quelle journée elles se déroulent. En règle générale, c'est le dimanche qu'on tient les assemblées patriotes parce qu'on veut profiter du fait qu'il y a beaucoup d'habitants qui viennent pas de la semaine au village, mais qui viennent pour la messe du dimanche. On veut profiter évidemment de leur présence pour les haranguer, pour leur parler de révolution, de république et de Papineau. Les églises protestantes, ici une église méthodiste à Philipsburg, dans les cantons de l'Est, n'ont pas l'aménagement en parvis et sont beaucoup plus modestes et fades au niveau de l'aménagement. Alors, un village qui grossit, c'est le cas de Varennes. Lorsqu'un village grossit et réussit, en guillemets, il devient petite ville. À ce moment-là, on voit naître des aménagements plus importants. On voit une église alors plus conséquente. Elle peut devenir une cathédrale, comme à Longueuil ou bien à Nicolette ou à Trois-Rivières. Mais on voit aussi apparaître un collège, hein, où on va former il y a 15, 20, 30 parfois élèves là-dedans, c'est pas gros, mais vu qu'il y a des résidences puis tout le reste, ça devient un édifice important. On a aussi une école ou un couvent. Bref, quand le village réussit, devient un bourg, à ce moment-là, il devient éventuellement une ville industrielle. Aujourd'hui, c'est une ville où il y a un cégep. Là. Dans la région de la Montérégie, les villages qui ont réussi, comme Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, Granby, sur la rive nord, Sainte-Thérèse ou Terrebonne. Il arrive donc que ces villages-là demeurent isolés. Là. Vous voyez ici à l'Acadie, Sainte-Marie-de-Flairfindy, le village n'a pas réussi à se développer. Là. Il est un peu en retrait où il n'y a que quelques maisons qui ont survécu. Là. Le village, il y a parfois certains qui s'ensommeillent. Ici, le village des Cèdres, près de Valleyfield. Ici, Saint-Roch-de-la-Chigan. Les routes sont très mauvaises en règle générale. Okay? Alors, jusqu'à l'arrivée du chemin de fer, encore une fois, transport égale vraiment bateau. Regardez-moi l'aménagement. On aménage bien des routes avec des petits ponceaux par-dessus les ruisseaux, mais il faut les faire pratiquement à chaque année. Les conditions des routes sont effroyables au Québec. Il y a même, le Québec est célèbre à l'époque à propos de la qualité de ses routes. On pourra en parler encore aujourd'hui. Ce qui fait en sorte que les villages demeurent relativement autosuffisants et fermés sur eux-mêmes. L'habitant vit dans une maison modeste. Hein? Aujourd'hui, on parle beaucoup qu'il faut préserver les maisons, c'est vrai, mais la plupart des maisons à l'époque étaient faites en bois. Alors, elles sont disparues, corps et biens, même que c'était généralement l'habitant qui la détruisait lui-même. Au bout de 30, 40, 50 ans, une maison qui est purement et simplement faite en bois a tendance à pourrir. Là, la vermine s'y met, c'est l'horreur. En général, là, on vidait les meubles, on mettait le feu et on reconstruisait une maison au même endroit. C'est pour ça qu'on devait constamment compter sur des matériaux de construction sous la main. Bien sûr qu'il y avait de très belles maisons en pierre. C'était généralement les manoirs, les couvents, les églises et quelques rares belles maisons du régime français. C'est pour ça qu'elles sont précieuses. Mais en général, l'habitant habitait des maisons de bois petites avec une seule grande salle au rez-de-chaussée et des chambres à l'étage où on conservait mieux la chaleur. Donc, cette salle, entre guillemets, devient le lieu essentiel de la sociabilité. L'habitant vit dans une salle qu'on appelle la cuisine, là, où il passe l'essentiel de la vie sociale. Les meubles, on les change plutôt que de changer de pièce, c'est-à-dire on dresse la table, on remet des fauteuils, on enlève la table, on met des chaises. Pourquoi on est
constamment là? Ben, d'abord et avant tout parce que c'est la seule pièce chaude. Mais l'hiver, tout le monde est dans la cuisine. Là, regardez la mémé, elle a tout compris, elle est rivée au poêle, the poêle à bois de la maison. Pour le reste, les habitants sont là. Difficile de dire qui est le père, le mononcle. Ici, il y a le beau-frère qui est en train de niaiser à la fille, tandis que le gars chaud est en train de cruiser à la mère qui allait. Lui, c'est le grand-père. Tout ça pour dire que la maison canadienne-française du 19e siècle est un lieu ouvert sur la communauté du rang où tout le monde se réunit pour le moindre prétexte. Ça crée un esprit très, très grande solidarité. Rappelons qu'il y a aussi de l'égalitarisme. Il n'y a pas vraiment de riches et pas vraiment de pauvres, tout à fait pauvres. Alors, si bien qu'il n'y a pas vraiment de rivalité au niveau économique. En revanche, une grande camaraderie de souffrance. On subit mal l'isolement, la pauvreté endémique qui traverse les campagnes. En revanche, un individu arrive à imposer son autorité, c'est bien sûr le curé. Le curé est cet individu dont l'autorité morale est indiscutable, surtout après 1840, surtout après le renouveau charismatique. Avant ça, l'Église a des problèmes à recruter, si bien que les curés sont très rares. En 1830, par exemple, il n'y a que 130 curés au Québec, là, même pas un par paroisse. En revanche, ce curé-là peut entrer partout. La puissance du curé, c'est mentionné dans le manuel, vient de la multiplicité de ses rôles. Okay? Il est conseiller moral, il peut rentrer dans n'importe quelle maison sans même cogner. Là. Vous pouvez prendre votre douche, puis là, vous entendez quelqu'un marcher dans la maison, bien, c'est monsieur le curé qui vient faire sa visite. Puis là, il peut vous poser des questions du genre, est-ce que vous faites votre devoir avec votre mari? Est-ce que votre fils a arrêté de boire? Etc. Puis on lui conseille d'envoyer ses enfants au collège. Bref, le curé se mêle des affaires de ces villageois avec un détachement total. Ce curé-là est aussi celui qui renvoie des injonctions qui protègent la communauté. Il peut être aimé ou détesté. Il est toujours craint du fait aussi qu'il a des contacts avec le monde extérieur, notamment avec l'évêque, qu'il sait lire et écrire, et que c'est donc un individu d'une très grande influence qui bénéficie chaque dimanche, n'oublions pas, d'une tribune là, à la grand-messe où haranguer ses paroissiens et où lui faire passer des mots d'ordre moraux. Là. Le rôle de l'Église va s'avérer important dans ces communautés. Puis, bien sûr, en revanche, l'habitant a toujours un lieu où s'évader. Les hommes, souvent, vont en forêt l'hiver pour couper les arbres. Ils sont donc absents bon nombre de mois par année. De là, le mythe, là, plus ou moins fondé, mais quand même, du père absent dans la famille québécoise. Le père aime ça se pousser. Puis quand il revient au printemps, d'ailleurs, c'est généralement pas pour embrasser ses enfants, mais le plus souvent pour s'en aller dans la terre en bois de boue en arrière, où il pratique le sucre, les sucreries. Donc, au printemps, on fait la tire et le sucre d'érable, qui est la seule source de sucre facilement disponible dans la vallée du Saint-Laurent. Accessoirement, on utilise quand même la mélasse, qui est importée de Jamaïque. Et par ailleurs, à côté de la sucrerie, on aménage souvent un alambic, où on fait de la bagasse, c'est-à-dire de l'alcool frelaté, qui reste quand même un sport essentiellement masculin, au moins jusqu'aux années 1950. L'automne est à son tour occupé par évidemment les grandes boucheries. L'habitant doit tuer la plupart de ses animaux à l'automne, essentiellement des porcs. On a très peu de poules, aucun bœuf dans la vallée du Saint-Laurent. C'est des bêtes trop capricieuses, puis on n'a pas ce qu'il faut pour les nourrir. Non, la vallée du Saint-Laurent développe bel et bien qu'une seule grande protéine, ça va être le porc. Le porc qu'on aménage de toutes les manières et qu'on doit abattre à l'automne. On l'abat à l'automne parce que bien sûr, on ne veut pas nourrir les animaux tout l'hiver. L'hiver, il faut garder les porcs dans des étables et les nourrir avec du grain. Alors, on préfère les lâcher l'été. Là, ils se nourrissent dans le champ, débrouillez-vous. Et l'automne, bien, on en tue la plupart, ne gardant qu'une femelle et un mâle en général. Les autres sont passés au couteau. Et là, à partir du moment où, la fin novembre, on commence à tuer les animaux, les grandes boucheries, alors là, c'est le chronomètre du porc qui commence. Dès le mois de décembre, on collecte le sang, on le vide de son sang, on fait du boudin, on fait des grillades de boudin. On va ensuite manger les reins, les abats, tout ce qui est frais. On va ensuite aussi faire le jambon, qui est la pièce toujours la plus convoitée. On va ensuite, quand le mois de janvier arrive, on doit souvent prendre de la viande hachée. Donc, avec ce porc haché, on fait de la tourtière, des tartes, on fait aussi du ragoût.
Ensuite, bien sûr, arrivent les mois les plus froids de janvier et février. À ce moment-là, on gèle l'ensemble de la pièce qui reste et on le dégèle à l'occasion pour faire du jarret dans la bière, des filets de porc, des mignons de porc, des côtelettes dans le poêle. À partir du mois de mars, là, on a un problème. On va donc manger le porc sous forme fumée, c'est-à-dire soit sous forme de fumée, c'est-à-dire on utilise la fumée littéralement de bois pour, ça lui donne une bonne odeur. Aujourd'hui, c'est recherché, mais à l'époque, c'était pour mieux conserver la viande. Fumée, effectivement, la viande se ferme, il y a une couche protectrice qui se forme et on peut le garder, on peut manger de la viande fumée jusqu'au mois, parfois jusqu'au mois de mai, mois de juin. C'est la grande époque des sucres. Hein? Pensez cabane à sucre. On mange souvent des viandes fumées, notamment parce que ça coïncide avec ce moment-là de l'année. Donc, les fèves au lard fumé, le bacon fumé, le jambon fumé, etc. Avec le mois d'avril, il faut manger la viande confite. Confite, pour vous, c'est confiture, là. Mais confit, ça veut dire, en d'autres mots, fermer le porc. On le fait avec du gras. Le gras de porc, qu'on conserve aussi sous forme de lard, est malaxé avec la viande, ce qui fait que le gras conserve la viande. C'est les fameux cretons. Quiconque ici connaît les cretons, là, une rillette québécoise. Le croton est d'abord et avant tout composé de gras et de viande afin de le conserver. Maintenant, on le mange pour le goût, mais à l'époque, c'était d'abord, avant tout, parce que ça permettait de prolonger la vie du porc. Ensuite, à partir du mois de mai, par contre, c'est final. La seule manière qu'on ait de conserver la viande jusqu'au mois de novembre suivant, c'est de la saler. À ce moment-là, on aménage des barriques de sel, on met une couche de lard, une couche de sel, une couche de lard, une couche de sel. Du mois de mai jusqu'au mois de novembre, c'est la seule protéine qu'on va manger. Les gens ne vont manger que du lard salé. C'est atroce au goût, c'est rance, c'est très difficile à avaler. Mais c'est la seule manière qu'on ait de conserver la viande très longtemps. Donc, c'est vous dire le régime alimentaire, combien il peut être quand même astreignant pour ces Québécois du 19e siècle. Effectivement, porc, patates, navets, fèves. C'est l'essentiel de la cuisine québécoise pendant 2, voire 3 siècles. Du régime français jusque dans les années 1940, dans les familles rurales québécoises, on ne mangeait guère que ces 4 produits-là. Les recettes québécoises d'autrefois, d'ailleurs, sont essentiellement un aménagement de ces 4 produits-là. Vos recettes, c'est patates, porc, fèves. C'est fèves, navets, fèves, porc. Patates, navets, porc. Mais peu importe, ça donne une cuisine extrêmement fade, peu intéressante, peu relevée, mais qui est à tout le moins nourrissante. Je reçois des fois des guides, des touristes venus d'autres pays et je leur dis la civilisation québécoise est riche, remarquable, la culture sa culture, ses contes, sa musique, ses légendes, mais son alimentation nada. L'alimentation québécoise n'est guère remarquable, tant l'habitant doit se tourner vers l'autosuffisance, parce que c'est ça l'élément clé. Étant donné que les campagnes sont pauvres, refermées sur elles-mêmes, que le régime seigneurial tend vers l'autosuffisance, bien, à ce moment-là, les habitants doivent se contenter des produits qu'ils peuvent localement faire pousser. De l'or, une cuisine relativement monotone. Alors, on se résume à propos du monde rural québécois, des paysans autosuffisants, c'est l'élément clé. On est pauvre, notamment plus on s'éloigne du village. On va donc parler des gens qui habitent autour du village, généralement, qui ont davantage accès aux services, aux nouvelles, qui sont mieux habillés, dirions-nous, et on distingue ça des colons. Vous savez, le mot colon au Québec est toujours un mot péjoratif. C'est jamais drôle de se faire traiter de colon. Mais pourquoi au juste? C'est colon, c'est glorieux. Hein? C'est d'abord et avant tout à cause de notre histoire où ce que le colon était celui ou celle qui vivait plus éloigné, qui était donc moins au fait des nouvelles, qui arrivait plus tard à l'école, qui était un peu plus pauvre aussi, et qui était moins habillé, qui était moins à la mode. Et par conséquent, être colon en général, c'est d'abord et avant tout synonyme d'être attardé. Mais néanmoins, les écarts de richesse demeurent faibles. C'est un régime une société qui a développé une méfiance envers d'ailleurs ceux qui sont riches. Il y a peu de sociétés en Occident qui ont tant de méfiance envers la richesse. Là. Si quelqu'un veut devenir premier ministre du Québec, il a intérêt à ne pas être un Donald Trump milliardaire. Si aux États-Unis, un milliardaire, c'est digne de mention, ça prouve qu'il a beaucoup travaillé. Au Québec, ça fait de lui un super crosseur hein, qui souhaite essentiellement s'emparer du pouvoir.
Au Québec, à Montréal, la richesse n'est jamais d'ailleurs tout à fait étalée. Hein. Si vous allez vous avez déjà voyagé, vous savez, ailleurs, aux États-Unis ou en Europe, lorsqu'on est riche, on le montre. Hein, on a des Lamborghini, des belles voitures, des Ferrari ou de splendides maisons. Au Québec, il y a une certaine pudeur à propos de la richesse. On se méfie de ceux qui ont réussi au plan matériel et on peut l'attribuer très clairement à un fait historique, c'est-à-dire l'égalitarisme qui régnait autrefois et la méfiance envers ceux qui ont réussi mieux que les autres apparemment et qui tentent de se hisser au-dessus des autres au niveau social. L'isolement, ils sont bien sûr isolés, ces habitants-là. Ils sont isolés, mais débrouillards. Alors donc, le bon côté, c'est qu'ils arrivent à peu près faire tout à la maison, là. Il est assez rare en Occident que quelqu'un est capable de se débrouiller aussi facilement qu'au Québec, là. Quiconque au Québec va essayer mettons qu'un tuyau-pète va d'abord essayer de le réparer lui-même. Même les femmes qui vivent seules, je sais pour les Européens, ça les étonne. Les Québécoises, par exemple, même si c'est une fille qui vit seule dans son appart, elle va quand même avoir un tournevis, un marteau, parfois des outils électriques, simplement parce que c'est dans la culture ici de commencer à se débrouiller avant d'appeler un plombier, un menuisier ou un électricien. En revanche, l'ignorance est répandue, l'accès à l'éducation est rarissime. En 1880, il y a encore 74% d'illettrés au Québec. Le problème de l'accès à l'école, à l'instruction, la méfiance aussi envers ceux qui sont trop instruits est malheureusement un problème endémique au Québec et qui ne date pas d'hier. Enfin, c'est la quête de l'autosuffisance qu'on remarque notamment avec l'usage systématique du porc, de la patate, du navet et de la fève dans notre alimentation, des produits qui correspondent bien au climat, froid, où les tubercules règnent, mais qui fait en sorte que le Québec, l'habitant se referme. Il est peu ouvert sur le marché, il vend très peu de ses produits à l'extérieur, il importe donc très peu parce qu'il n'a pas d'argent. Il tend vers l'autosuffisance, ce qui va faire en sorte que la campagne québécoise va tendre à s'appauvrir. Lorsque l'exode rural va commencer vers 1900 au Québec, là, vous allez assister à des départs de familles entières qui quittent la terre, qui est devenue misérable, et qui vont s'empresser d'aller habiter les quartiers pauvres de Montréal, ou encore plus, de s'en aller aux États-Unis, où ils vont être des centaines de milliers à aller peupler notamment les États de la Nouvelle-Angleterre. C'est maintenant de mieux définir la place des professionnels, là, ces fameux avocats, médecins, notaires qui habitent le centre du village, qui ont un rôle si éminent là, dans la naissance d'une société quand même autour du noyau villageois, dont l'influence est évidente et qui se hisse très vite au sommet de la société canadienne-française dans le milieu rural. Leurs maisons sont généralement conservées. Ici, la maison de Joseph Masson à Terrebonne. Ici, la maison de Hiram Moore à Saint-Armand. Ici, la maison de Joseph Roy à Saint-Blaise. On voit dans ce tableau de Cornelius Krigoff que la maison du professionnel est souvent un lieu de carrefour, là. Et bien sûr, parce qu'il offre des services juridiques, que ce soit pour les testaments, les contrats de mariage, mais aussi médical, là, y compris souvent même pour les animaux en guise de vétérinaire. Il est également souvent maître de poste, c'est-à-dire que c'est là qu'arrivent les lettres de l'extérieur. L'avocat et le notaire savent lire, donc ils sont aussi ceux qui rédigent les lettres que les habitants doivent des fois adresser. Hein. Donc, ça les met en contact avec le monde extérieur. Hein. Ils ont été dans les collèges classiques, les fameux séminaires, ce qui fait qu'ils ont un réseau extérieur. Ils sont aussi, par ailleurs, souvent élus conseillers municipaux, ils sont commissaires d'école, ils sont aussi députés souvent. Par conséquent, c'est des personnes influentes. C'est des personnes influentes dont la maison, aujourd'hui la maison de Joseph Roy, intacte, conservée, monument national à Sainte-Blaise. La maison de Dudley Flower à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, la maison Chérier, remarquable maison de style montréaliste qui se trouve à Saint-Denis-sur-Richelieu. La maison de Jules-Napoléon Duchesnois à Varennes, plus modeste, mais qui a toujours pignon sur rue et qui est en somme un lieu de carrefour pour les habitants qui vont voir le docteur Duchesnois, qui est un patriote, qui va embrigader aussi ses paroissiens, ses concitoyens, en leur parlant du projet du Parti patriote. D'ailleurs, ces chefs patriotes-là, Louis-Joseph Papineau le premier,
sont tous des professionnels. Louis-Joseph Papineau était avocat. Wilfred Nelson, le chef des Patriotes à Saint-Denis, était médecin, tout comme son frère Robert Nelson. Louis-Hippolyte Lafontaine était avocat. Jean-Olivier Chénier, qui s'est battu jusqu'à la mort à Saint-Eustache, était médecin. Siméon Marcheseau était avocat. Ces leaders-là, dis-je, vont finir par jouer un rôle très important dans la communauté canadienne-française. Et au moment des rébellions de 1837, c'est eux qui vont liguer leurs habitants, c'est eux qui vont liguer leurs villageois autour d'un projet révolutionnaire qui va échouer. Et à partir de ce moment-là, les notaires, les professionnels en général, vont devoir rentrer dans les rangs et s'aligner sur l'élite britannique. Mais ils furent néanmoins le fer de lance de la Renaissance canadienne-française après l'échec de la conquête. On se résume à propos de ces professionnels, donc avocats, notaires, médecins, l'ultime échelon laissé aux francophones. Qu'est-ce qui explique effectivement que dans cette société-là, on retrouve pratiquement aucun entrepreneur, nul chercheur scientifique, très peu d'enseignants, très peu de mécaniciens, techniciens, c'est que la conquête anglaise avait eu pour effet de chasser la plupart des Canadiens français des métiers traditionnels, y compris de l'armée et de la fonction publique gouvernementale. Non, décidément, le seul échelon véritablement enviable qu'on avait laissé à l'élite francophone, c'était celle de professionnels. Alors, on se retrouve avec une hypertrophie, c'est-à-dire il y en a trop. On ne produit dans les collèges que des curés, des avocats ou des médecins, faisant en sorte que la société, l'économie en particulier, ne se développe nullement, sinon de la part des Britanniques. L'autre élément, c'est qu'ils sont présents au village, sont très influents, savent lire, ils ont un réseau d'amis, notamment, de contacts, disent-ils, issus de l'époque où ils avaient étudié dans l'un des 10 ou 15 collèges classiques qui existaient au 19e siècle québécois. Enfin, ils jouent un rôle clé dans la politique québécoise de 1837 à nos jours. On les retrouve partout, là. Pensez à n'importe quel individu important dans notre histoire, notamment au niveau politique. Vous allez retrouver là des avocats ou des notaires ou des médecins. C'est tout à fait incroyable. Je vous donne un exemple. Le Québec a connu depuis la Confédération 35 premiers ministres. Alors, ces premiers ministres-là, que faisaient-ils avant d'être premiers ministres? Ils n'ont quand même pas une carrière comme premier ministre. Ils ont fait quoi dans le civil, comme on dit, avant? Alors, on remarque qu'il y a eu au moins un agronome, un assureur, Antonio Barrette, un journaliste, René Lévesque, un économiste, Jacques Parizeau, et une travailleuse sociale, Pauline Marois. Mais que faisaient les autres? On retrouve parmi eux 3 médecins et 27 avocats. Bon, ça peut vous paraître normal, mais là, c'est exagéré. Les avocats vont finir par utiliser leur position sociale dans le village afin de gagner en influence. Et une manière de concrétiser cette influence, c'est d'obtenir un siège comme député. Les avocats peuplent littéralement les parlements québécois, tant à Ottawa qu'à Québec, faisant en sorte que le point de vue, l'approche des phénomènes sociaux qu'ont les avocats va finir par triompher jusqu'à nos jours, là. Alors, les avocats, comme ultime échelon atteint par les francophones, qui se répercutent ensuite dans l'ensemble de la vie sociale, y compris dans les postes les plus élevés tels que premier ministre. Voilà, ça met fin à ce premier grand cours. J'espère que vous avez survécu. Je vous rappelle qu'il y a des tests à faire qui coïncident au cours 2, portant notamment sur le chapitre 1 du manuel et sur des infographies correspondantes. Merci, bye bye.